En quelques nuits sans étoiles, le ciel du Burkina Faso a basculé. Un simple bourdonnement lointain est devenu un signal précis, preuve que quelqu'un, quelque part, testait depuis longtemps leurs limites invisibles. Que signifie pour vous qu'Ibrahim Traoré l'ait entendu le premier? Depuis, chaque nuit ressemble à un ultimatum. Ce récit ne se limite pas à une série d'intrusions aériennes. Il dévoile un enjeu plus vaste, celui de la capacité d'un pays à comprendre ce qui se joue réellement au-dessus de lui. Dans cette histoire, la première promesse est simple: comprendre comment un signal presque imperceptible a pu se transformer en une alerte nationale. La seconde promesse, plus essentielle encore, tient en 10 mots: montrer pourquoi ce moment a changé la trajectoire du pays. Ce basculement soudain n'est pas né du hasard. Il révèle un rapport de force silencieux, un déplacement du pouvoir qui ne passe plus par les frontières visibles, mais par les zones aériennes où se décide désormais une partie de la souveraineté. Si le Burkina Faso parvient à lire ces signes, c'est parce qu'une vigilance locale a su devenir un système complet d'écoute, de recoupement et d'analyse. Mais une question reste suspendue, comme un fil tendu entre deux nuits. Si un simple murmure peut annoncer une menace si structurée, que reste-t-il à découvrir derrière les signaux qui n'ont pas encore été expliqués? Les premières données recueillies ont révélé une anomalie frappante. En l'espace de quelques nuits seulement, la fréquence des signaux a augmenté de manière suffisamment régulière pour exclure tout phénomène naturel. Cette répétition n'avait rien d'un hasard. Elle décrivait une trajectoire, un rythme, presque une signature. À partir de ce point, le décor s'est éclairci. Ce bourdonnement discret qui traversait les nuits sahéliennes n'était plus perçu comme un bruit diffus, mais comme un marqueur d'activité étrangère. Les soldats des avant-postes, eux, avaient déjà compris qu'il fallait regarder différemment. Leurs rapports concordaient: lumière brève, déplacements alignés, intensité croissante dans des zones où personne n'avait de raison de voler. Et au centre de cette accumulation d'indices, une certitude s'imposait: quelqu'un testait la vigilance du pays. Ibrahim Traoré, qui suivait ces évolutions depuis le premier murmure, a rapidement assemblé les pièces du puzzle. Ces hommes lui transmettaient des observations que la capitale jugeait marginales, mais la cohérence des heures, des directions et des altitudes dessinait une logique implacable. Les signaux apparaissaient autour des sites sensibles: ressources, installations techniques, infrastructures considérées comme secondaires par les observateurs extérieurs, mais vitales pour la stabilité nationale. Les drones ne cherchaient pas à intimider, ils évaluaient. Le contexte international ajoutait une autre couche à cette inquiétude. Dans une région où les alliances évoluent vite, le Sahel devenait une zone d'expérimentation technologique, souvent sous le regard de puissances qui ne se montraient jamais directement. Pour un pays comme le Burkina Faso, longtemps considéré comme périphérique, cette intrusion silencieuse rappelait une réalité brutale. La souveraineté n'est jamais acquise, surtout lorsqu'elle s'exerce dans un ciel que d'autres estiment maîtrisé. Peu à peu, la compréhension du phénomène est devenue plus précise. Les trajectoires répétées n'était pas destiné à intimider la population, mais à cartographier les vulnérabilités. Et chaque nuit supplémentaire rendait ces incursions plus audacieuses, comme si les opérateurs testaient la patience d'une nation qui refusait de fermer les yeux. Avant même que l'alerte ne devienne officielle, un petit groupe d'opérateurs dans un poste avancé avait déjà compris que quelque chose échappait au radar classique. L'un d'eux, un technicien habitué aux signaux faibles, avait noté une variation inhabituelle dans la courbe d'intensité nocturne, une oscillation minuscule mais parfaitement régulière. Ce premier microcas montrait que le problème n'était pas un phénomène local, mais une action répétée, méthodique, pensée pour passer sous les seuils habituels de détection. Un second cas, rapporté à plus de 200 km au sud, renforçait ce constat:
Une patrouille avait aperçu une lumière mouvante, silencieuse, évoluant à basse altitude comme si elle cherchait à épouser le relief. Là encore, ce qui importait n'était pas la lumière elle-même, mais sa constance. La trajectoire suivait un arc identique à celui observé ailleurs, comme si une main invisible dessinait chaque nuit la même courbe. Ces fragments épars, une fois rassemblés, ont formé un réseau d'indices qui révélait un schéma bien plus vaste. Les drones ne se contentaient plus de survoler. Ils exploraient, ils mesuraient, ils cartographiaient les zones où une réaction nationale semblait improbable. C'est cette accumulation de détails, apparemment anodins, qui a fini par convaincre les analystes que la menace n'était plus diffuse, mais organisée. Dans ce contexte, les premiers impacts étaient déjà visibles. Montée de la vigilance, repositionnement des équipes, coordination plus étroite entre techniciens et militaires. Le pays, sans bruit, commençait à s'ajuster. Comprendre tôt change toujours la suite. L'activation du dispositif a commencé par une observation simple, presque banale. Une série de signaux nocturnes parfaitement alignés. Les opérateurs, désormais habitués aux variations du paysage aérien, ont compris que ce n'était plus une suite de coïncidences. Les trajectoires répétaient le même dessin, comme si un compas invisible traçait chaque nuit le même sillon au-dessus du territoire. Cette répétition précise a servi d'étincelle. Elle a poussé les équipes à consolider toutes les données collectées en un seul flux cohérent. Et c'est là que la bascule s'est produite. En un seul tableau, l'ensemble formait une intrusion programmée. La montée en intensité fut rapide. Les drones ne restaient plus en périphérie. Ils avançaient, prenaient de l'assurance, ajustaient leurs altitudes comme s'ils connaissaient les limites exactes de la détection locale. Ibrahim Traoré, qui suivait chaque rapport avec une minutie constante, a immédiatement compris que le pays était entré dans une phase critique. Le silence apparent des autorités étrangères contrastait violemment avec la précision des trajectoires observées. Rien n'était improvisé. Les drones étaient synchronisés. Leurs angles d'approche semblaient calculés pour tester plusieurs zones à la fois. La phase de tension maximale a éclaté lorsque, en l'espace d'une seule nuit, trois appareils sont apparus dans trois régions différentes, mais avec le même objectif implicite: mesurer la réactivité au sol. Cette simultanéité n'était pas fortuite, elle correspondait à une manœuvre classique d'épuisement: saturer l'attention, disperser les capacités d'analyse, forcer les équipes à commettre des erreurs. Pourtant, cette fois-ci, l'effet a été inverse. Les opérateurs ont resserré leur communication, accéléré la consolidation des données, amélioré leur croisement de signaux. La menace, en cherchant à disperser, avait au contraire renforcé la coordination interne. La nuit suivante a marqué le point culminant. Un drone est apparu dès le début de la fenêtre nocturne, à une altitude extrêmement basse. Un autre a suivi à peine 20 minutes plus tard, prenant une direction opposée pour contourner les zones de surveillance. Un troisième, plus discret, se déplaçait à la limite des radars, comme pour ouvrir une brèche à ceux qui viendraient ensuite. Cette stratégie d'encerclement progressif laissait peu de doute quant à l'intention: entrer, cartographier et repartir sans laisser de traces exploitables. Mais le système renforcé n'était plus le même que celui observé les semaines précédentes. Le réseau crypté mis en place reliait techniciens, soldats, ingénieurs et observateurs civils. Chaque signal anormal, chaque variation de fréquence, chaque silence inhabituel remontait instantanément vers un centre unique. Et ce centre, supervisé de près par Ibrahim Traoré, n'avait qu'un objectif: identifier le moment exact où la riposte deviendrait nécessaire. Lorsque le premier verrouillage radar a été confirmé, les minutes suivantes ont filé avec une précision remarquable. Les drones, croyant encore évoluer dans un ciel permissif, ont poursuivi leur trajectoire prévisible. Le premier missile a été tiré avant même que l'appareil ne réalise qu'il était ciblé.
Le deuxième a suivi sans délai. Le troisième a tenté une fuite vers le sud, mais le maillage du réseau l'a rattrapé. La neutralisation s'est déroulée en 6 minutes. Et après cet instant bref, brutal, parfaitement calibré, il restait une évidence. Le pays venait d'affirmer sa présence dans un ciel qui ne lui appartenait plus entièrement. Les données recueillies après la neutralisation des drones ont offert une lecture d'une précision rarement atteinte dans un contexte technologique aussi limité. Le premier indicateur majeur concerne l'altitude du premier appareil détruit, 2000 mètres. Cette valeur, confirmée par plusieurs points d'observation, prouve que l'appareil évoluait dans une zone supposée relativement sûre pour lui, mais suffisamment haute pour capter de larges segments du territoire sans éveiller les suspicions habituelles. Cette altitude, considérée comme intermédiaire pour un drone militaire, traduit une volonté de discrétion sans renoncer au champ visuel nécessaire pour une opération de cartographie. Le deuxième indicateur crucial est la vitesse relevée lors de l'interception du premier drone, 400 km par heure. Cette vitesse atypiquement élevée pour un vol de surveillance classique montre que l'appareil n'était pas en simple mission d'observation lente. Au contraire, il procédait à une collecte dynamique, avançant rapidement pour réduire le temps d'exposition. Cette cadence rapide suggère une tentative de compenser la faiblesse de la furtivité en misant sur un passage éclair, assez court pour limiter les risques de détection, mais suffisamment long pour prélever des données précises sur les zones sensibles. Le troisième ensemble de données essentielles porte sur les altitudes des autres drones, notamment celui intercepté à 1500 mètres. Cette altitude plus basse illustre une adaptation des opérateurs étrangers. En volant sous certaines couches radar, ils espéraient contourner les fréquences recalibrées. Cette stratégie, souvent utilisée pour réduire la signature de détection, montre que les intrus prenaient en compte les modifications du système burkinabé. Cet ajustement volontaire, perceptible dans les relevés, signale que l'opération n'était pas statique mais réactive, comme si les opérateurs analysaient en temps réel la réponse au sol pour affiner leurs approches. La comparaison entre ces mesures met en lumière une stratégie progressive: tester, ajuster, approfondir. Les trajectoires analysées montrent un schéma répétitif, presque obstiné, où chaque nuit amenait une tentative plus audacieuse que la précédente. La constance des arcs de vol, l'analyse des vitesses, la répartition des altitudes, tout converge vers une conclusion limpide. Les drones opéraient selon un plan d'intrusion méthodique visant à identifier les points faibles du territoire. Les ingénieurs burkinabés, bien que limités par un matériel ancien, ont su tirer parti de ces chiffres. En réajustant les fréquences et en exploitant les irrégularités, ils ont créé un réseau de détection capable de transformer des données fragmentaires en une lecture cohérente de l'espace aérien. Ce travail minutieux, souvent invisible pour ceux qui observent de loin, est devenu l'élément central de la riposte. Ainsi, ces trois séries de chiffres, altitude élevée, vitesse inhabituelle, adaptation basse altitude, montrent que la menace n'était pas improvisée. Elles révèlent une opération structurée qui cherchait à comprendre le pays autant qu'à le tester. Et si les données ont permis la riposte, elles ont aussi donné une certitude définitive. L'intrusion n'était pas une rumeur amplifiée, mais une réalité quantifiable. Pour comprendre pleinement la portée de la neutralisation des drones, il faut d'abord admettre qu'il existe deux lectures possibles de cet événement. La première, souvent défendue par des analystes sceptiques, affirme que la réussite burkinabé n'est que le produit d'un concours de circonstances favorables. Selon cette position, les drones détruits ne représentaient pas la pointe de la technologie disponible. Leur vitesse élevée aurait pu les trahir, leur altitude intermédiaire les rendre plus visibles et leur trajectoire répétitive les exposer aux systèmes les plus rudimentaires. Dans cette perspective, l'armée burkinabé aurait simplement profité de failles techniques ou d'un manque d'adaptation de l'opérateur étranger.
La deuxième lecture, beaucoup plus exigeante, soutient que la riposte burkinabé n'est pas un miracle, mais le résultat d'une stratégie méthodique. Les recalibrages successifs des radars, l'alignement des postes de surveillance, la transformation du pays en réseau de vigilance collective, tout cela témoigne d'un système qui se renforce par couches successives. Ce point de vue insiste sur le fait que les opérateurs étrangers avaient bel et bien adapté leurs altitudes, descente à 1500 mètres, trajectoire plus furtive, preuve qu'ils percevaient la montée en compétence du pays. Si la seule explication était la faiblesse technique des drones, pourquoi ces ajustements progressifs? Pour départager ces deux visions, il faut revenir aux éléments factuels. Les trois drones neutralisés n'ont pas été abattus par hasard ni par une réaction improvisée. Les données, les données montrent une synchronisation interne, un réseau crypté, des points d'interception répétés et une consolidation d'informations en temps réel. Ces éléments n'existent pas dans une armée dépassée ou livrée au hasard. Ils supposent une préparation, une montée en intelligence opérationnelle et surtout une capacité d'analyse fine des signaux nocturnes. Ainsi, la critique selon laquelle l'opération burkinabé serait une exception chanceuse ne résiste pas à l'examen minutieux des faits. La riposte n'a pas seulement détruit trois appareils, elle a révélé la capacité d'un pays à transformer une faiblesse structurelle en avantage stratégique. Le tournant est arrivé soudainement. Alors que les équipes pensaient avoir vu l'essentiel, un détail longtemps dissimulé est apparu dans la consolidation des données nocturnes. Les drones ne cartographiaient pas seulement des zones sensibles, ils suivaient un itinéraire fixe menant à des points précis dont la logique n'était pas évidente au premier regard. Ces points n'étaient ni les sites militaires les plus visibles, ni les ressources naturelles les plus connues, mais des nœuds secondaires, stations techniques, relais abandonnés, anciennes infrastructures de transmission que beaucoup considéraient comme mortes. Ce basculement d'interprétation a changé la dynamique. Ibrahim Traoré, qui suivait encore une fois l'évolution en temps réel, a compris que les opérateurs étrangers ne cherchaient pas seulement à observer, mais à mesurer la capacité du pays à protéger des éléments que même les Burkinabés ne regardaient plus vraiment. Ce n'était pas une intrusion classique, c'était un test précis visant à déterminer la profondeur réelle de la souveraineté nationale, couche après couche. Cette révélation, placée au cœur du processus, a obligé les équipes à revoir leurs priorités. Ce n'était plus une question de simple survol, mais de cartographie ciblée, cherchant des failles stratégiques. Le midpoint révélait un enjeu plus vaste. La bataille ne se jouait pas sur les zones évidentes, mais sur les points où la tension humaine faiblit. Les conséquences de la neutralisation des drones ont touché quatre sphères distinctes du pays, chacune révélant un changement profond dans la manière dont la nation perçoit sa souveraineté aérienne. Sur le plan national, au niveau intérieur, l'impact a été immédiat. La population, longtemps habituée à l'idée que son ciel était un espace passif, a soudain pris conscience que la défense ne relevait pas uniquement des forces armées, mais d'un effort collectif. Les images des drones abattus en 6 minutes, un temps extrêmement court, ont circulé dans tout le pays et ont rétabli une forme de confiance dans les institutions. Ibrahim Traoré, déjà perçu comme un acteur central dans la réponse, est devenu une figure de stabilité. Ce nouvel imaginaire national a reconstruit une cohésion souvent fragilisée par les menaces diffuses. Du côté des secteurs stratégiques, pour les entreprises présentes dans les zones sensibles, la réaction a été tout aussi marquée. Les sociétés extractives, notamment celles opérant près des ressources naturelles stratégiques, ont revu leurs protocoles de sécurité. Elles ont compris que si des drones étrangers ciblaient sciemment ces zones, c'est parce qu'elles constituaient des points névralgiques. Plusieurs opérateurs privés
ont renforcé leur système de surveillance ou collaboré davantage avec les postes militaires locaux. Cette prudence accrue a engendré une meilleure coordination entre secteur privé et forces armées, créant un environnement où les données circulent plus vite et où les vulnérabilités sont mieux anticipées. Pour la population, du côté de la population civile, la victoire a créé un sentiment inattendu, la fierté d'appartenir à un pays capable de lire et de contrer une menace technologique sophistiquée malgré des moyens réduits. Dans les écoles comme dans les universités, l'exemple de cette riposte est devenu un sujet d'étude. Les jeunes ont commencé à envisager les métiers liés à la cybersécurité, à la surveillance aérienne ou à la technologie militaire locale. Cette revalorisation des compétences techniques a transformé la perception de nombreux citoyens, créant un mouvement de curiosité et d'engagement autour de la souveraineté. Sur le plan régional, à l'extérieur, les répercussions ont été encore plus révélatrices. La neutralisation rapide des drones a surpris les grandes puissances habituées à évoluer sans résistance notable dans cette région. Le Sahel, longtemps considéré comme un espace d'expérimentation technologique, s'est soudain retrouvé à l'avant-scène des discussions géopolitiques. Plusieurs États voisins ont cherché à comprendre comment une armée disposant d'un équipement limité avait pu détecter, analyser et agir avec une telle efficacité. Pour eux, la leçon était claire. La souveraineté aérienne pouvait être défendue sans superstructure technologique, à condition d'avoir une construction méthodique du renseignement local. Dans ce nouvel équilibre, le Burkina Faso n'est plus apparu comme une périphérie passive, mais comme un acteur qui impose une recalibration du regard extérieur. Et au centre de ce changement, l'exemple fixé par Ibrahim Traoré a servi d'ancrage narratif d'une Afrique capable de se défendre et d'ajuster son propre futur. Dans les mois qui suivront cette neutralisation spectaculaire, trois trajectoires crédibles se dessinent pour le Burkina Faso, chacune reposant sur les dynamiques observées lors de l'opération. Dans une première trajectoire possible, dans cette hypothèse, le pays utilise les apprentissages de l'intrusion pour structurer un système de défense plus cohérent, sans bouleversement majeur. Les équipes techniques poursuivent de l'amélioration des fréquences radar, renforcent les chaînes de transmission et perfectionnent les routines de surveillance nocturne. Les opérateurs apprennent à identifier plus rapidement les variations anormales et à intégrer ces signaux dans une grille de lecture plus précise. La souveraineté aérienne devient alors un objectif atteignable, mais dépendant d'une discipline constante. Dans une seconde trajectoire envisagée, si l'élan actuel s'amplifie, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle régional. Les pays voisins, surpris par l'efficacité de l'opération, seraient incités à coopérer davantage, créant des réseaux de surveillance croisés, une mutualisation des compétences et des exercices conjoints visant à réduire la dépendance technologique extérieure. Dans ce cadre, l'expérience accumulée pourrait transformer le pays en pôle de référence pour la gestion des menaces aériennes légères dans le Sahel. L'impact serait double, un renforcement de la stature politique du pays et une augmentation de la résilience collective. Dans une troisième trajectoire plus fragile, ce scénario repose sur l'hypothèse que la neutralisation des drones a contrarié des acteurs influents. Le risque serait alors une montée des pressions diplomatiques, des tentatives de contournement plus sophistiquées, voire des intrusions technologiques plus agressives destinées à tester les limites du pays. Avec des ressources limitées, le Burkina Faso pourrait peiner à maintenir son niveau de vigilance, exposant ainsi ses zones sensibles à de nouvelles manœuvres. Une recommandation de pensée stratégique. Quel que soit le scénario, une règle demeure. Si la souveraineté aérienne repose sur la technologie, elle dépend tout autant de la capacité humaine à interpréter les signaux faibles. Adopter une approche qui combine rigueur opérationnelle et flexibilité analytique permettra au pays de réduire l'incertitude et d'amortir les chocs futurs.
L'impact de cette victoire dépasse largement les frontières du récit militaire. Pour beaucoup, elle a réveillé une question essentielle. Que signifie pour un individu ou un collectif de reprendre le contrôle d'un espace que l'on croyait perdu ou inaccessible? Les habitants du Burkina Faso, qu'ils soient agriculteurs au nord, étudiants dans les grandes villes ou travailleurs dans les zones minières, ont perçu dans cette riposte un miroir de leur propre capacité à agir malgré les contraintes. Pour ceux qui se sentent parfois dépassés par la complexité du monde moderne, pour ceux qui se sentent dépassés, l'exemple de la neutralisation des drones rappelle que comprendre un phénomène commence souvent par observer les détails minimes. Une variation, un rythme, un signal marginal peut suffire à déclencher une transformation. Cette logique encouragerait chacun à reconnaître la valeur des petits signes et petits signes qui jalonnent son quotidien. Pour ceux engagés dans des environnements professionnels exigeants, pour ceux évoluant dans des environnements exigeants, l'opération Burkinabé souligne l'importance de la coordination. Relier les informations, croiser les perspectives, partager les alertes. Le succès ne repose pas uniquement sur les outils, mais sur la manière dont ils sont activés collectivement. Cela invite à repenser les méthodes de travail en plaçant la coopération au cœur des processus. Enfin, pour les individus en quête de direction personnelle. Pour ceux en quête de direction personnelle, cette histoire rappelle que la vigilance intérieure est aussi stratégique que la vigilance extérieure. Savoir lire ses propres tensions, ses propres signaux, peut éviter bien des ruptures. En somme, que l'on regarde cette riposte comme un acte militaire ou comme un symbole, elle offre un message transversal. Tout système, personnel, professionnel ou national, gagne à apprendre, à recouper et à réagir avec précision. Pour transformer une victoire ponctuelle en souveraineté durable, un plan structuré devient indispensable. Ibrahim Traoré, conscient des limites matérielles du pays, a privilégié une logique d'étapes successives plutôt qu'un modèle massif difficilement soutenable. Les équipes techniques doivent consolider d'ici 6 mois un réseau unique reliant radars, postes avancés et relais civils. L'efficacité se mesurera par la réduction du temps de transmission entre un signal anormal et sa validation opérationnelle. Plus le délai diminue, plus le système gagne en réactivité. Les jeunes ingénieurs et techniciens doivent recevoir une formation ciblée sur la lecture des signaux faibles et les variations de fréquence. Le succès sera évalué par leur capacité à identifier des trajectoires incohérentes avant même qu'elles n'atteignent une altitude critique. Cette montée en compétences assure une autonomie réelle. Les unités au sol doivent établir des routines communes de veille nocturne, intégrant des protocoles simplifiés utilisables même en contexte de faible connectivité. La mesure clé résidera dans la cohérence des réponses. Un seul schéma d'intervention, reproductible, clair, indépendant des variations régionales. Les lieux que les drones semblaient viser, anciens relais, stations oubliées, réseaux techniques dispersés, doivent être inspectés, cartographiés et, si nécessaire, réactivés. Leur protection sera jugée sur leur capacité à fonctionner comme point d'alerte supplémentaire. Le pays doit, dans les 12 mois, structurer un échange minimal avec au moins 2 voisins du Sahel. La réussite se lira dans l'apparition de corridors d'information partagés, capables d'anticiper les trajectoires suspectes sur plusieurs centaines de kilomètres. L'ensemble de ces étapes compose une trajectoire réaliste, une souveraineté reconstruite par couches précises, méthodiques, adaptables. Lorsque la carte du Burkina Faso réapparaît devant les équipes, elle ne montre plus seulement des frontières et des reliefs, mais les points mêmes où tout a basculé. Ces anciens relais et stations techniques évoqués dans les premiers cas de P4 ne sont plus des ombres oubliées. Ils sont devenus les marqueurs d'un réveil national. C'est vers ces lieux silencieux que convergent désormais les efforts,
Les analyses et les nouvelles stratégies. Ibrahim Traoré, qui avait compris avant beaucoup l'importance de ces détails apparemment secondaires, voit dans cette transformation un symbole puissant. Ce qui était hier un angle mort est aujourd'hui une source de force. La nation n'a pas gagné une bataille en un jour, elle a réappris à regarder ce qu'elle croyait insignifiant. Les femmes et les hommes qui ont veillé sous ces cieux, sans relâche, sont porteurs d'un message simple. La souveraineté se construit par lucidité autant que par courage. Le silence peut devenir une arme, et ce silence, celui des nuits où les drones furent détectés, analysés, puis neutralisés, portera longtemps la trace d'un pays qui a décidé de ne plus détourner le regard. Au moment où cette histoire touche à sa fin, une idée demeure. La souveraineté ne se déclare pas, elle se manifeste à travers des actes répétés, des ajustements discrets et une vigilance qui ne faiblit pas. Le Burkina Faso, en réagissant avec précision à une intrusion que beaucoup auraient ignorée, a montré que même les nations aux moyens limités peuvent déterminer la manière dont elles veulent être vues. Ce récit n'appelle ni triomphalisme ni crainte, mais une réflexion partagée sur la manière dont chacun, à son échelle, peut reprendre le contrôle des espaces qu'il pensait perdus. Sur les réseaux, dans les conversations ou au sein des communautés, la question reste ouverte. Que retenez-vous de cette démonstration de patience, de méthode et d'unité? Chacun peut y voir un rappel que les signaux faibles méritent d'être entendus et que les réponses collectives commencent souvent par un simple geste d'attention. Si cette histoire résonne avec vos propres expériences ou vos interrogations, partagez ce que vous en pensez. Le dialogue est toujours le premier terrain où se construit la clarté.